Salut Félix, merci d'être là pour parler aujourd'hui d'un gros sujet finalement, parce qu'on va parler IA et animation. Donc c'est un truc où je suis pas spécialiste justement, donc ça va être intéressant de voir ce que tu as à en dire. Peut-être que tu peux te présenter à nouveau parce que tu es déjà passé sur la chaîne il y a quelques temps, mais histoire de dire qui tu es, ce que tu fais. Oui, bah alors je suis Félix David, je suis le responsable du pipeline de Normal Animation et je suis très investi dans les communautés du pipeline libre en open source. Voilà, et puis ben comme beaucoup de gens, je m'interroge pas mal et je suis pas mal les avancées concernant les systèmes génératifs et la transformation que ça va avoir à la fois sur les pipelines de production et les activités, les emplois des personnes avec qui on travaille, quoi. Voilà. Ouais. Et pour préciser, donc c'est toi qui m'as contacté en disant que tu avais un peu creusé ce sujet-là. Parce que moi, je vois ça un petit peu de loin. En gros, tout ce qui est génération d'images spécifiquement pour l'animation, je vois un peu des choses, surtout sur LinkedIn, où il y a beaucoup. En gros, il y a un peu le gros débat qui se fait là-bas avec des gens qui postent beaucoup de choses sur voilà, les avancées et tout. Et d'autres qui disent c'est terrible en dessous, globalement. Donc, je vois un petit peu ça comme ça. Mais est-ce que tu as remarqué un truc récemment qui fait qu'il y aurait un basculement supplémentaire? Parce que de ce que j'avais compris, en tout cas dans les 2 dernières années, c'était pas encore assez pour pouvoir être utilisé en animation, notamment pour le côté animation pure. On va peut-être parler aussi décor, des choses comme ça, où c'est de l'image fixe, où c'est peut-être plus facile. Mais est-ce qu'il y a eu un truc qui a fait basculer récemment? Il n'y a pas de basculement ferme, c'est une croissance des capacités des modèles génératifs. Mhm. Euh, je vais utiliser le terme modèle génératif plutôt qu'IA parce que IA c'est vite ça veut regrouper plein de trucs et Oui, la terminaison est un peu floue. Je vais utiliser l'un pour l'autre, peut-être dans la discussion, mais voilà, quand je parle d'IA génératif, c'est des modèles génératifs, donc entraînés texte vers image, quoi. Ou vers la texte, vidéo. image, ouais, qui génèrent, les deux fonctionnent pas de la même manière, mais Mhm. voilà. L'idée c'est de produire à partir d'une entrée texte ou image, enfin à partir d'une entrée, soit une image, soit du texte. Et du coup, il n'y a pas eu de rupture ferme ces derniers temps. C'est juste une croissance des capacités des outils à faire des images de plus en plus, enfin, qui correspondent de plus en plus aux attentes des personnes qui font les prompts avec des entrées d'origine. Mhm. Typiquement, au début, c'était hyper compliqué d'avoir une image, d'ajuster une image, etc. Maintenant, ça devient de plus en plus simple en lui passant des références visuelles, etc., plus un prompt, d'avoir quelque chose de précis. Et typiquement, tout ce qui est image fixe, effectivement, on voit déjà les impacts sur les personnes qui faisaient du matte painting, voire même de la texture, qui en fait deviennent, enfin, une seule personne avec un modèle génératif, en quelques temps, fait autant que dix personnes. Mhm. Il n'y a pas que ces aspects-là, mais et du coup, ça crée potentiellement une réduction, enfin, ça va créer, et ça a commencé déjà, une réduction des petites mains nécessaires pour la fabrication de films. Voilà, c'est pas pour l'animation par exemple. Après, on va rentrer dans les détails de ces questions Mhm. de contraintes structurelles. Je pense que c'est intéressant. Mais en gros, pour l'animation, pour l'instant, on n'a pas d'outils qui nous permettent de générer des animations comme on voudrait. Il y a des outils qui commencent à arriver qui permettent d'interpoler entre deux poses Ouais. plus facilement. Euh, et donc on fait juste les poses principales et puis la partie interpolation qui avant était juste calculée avec des courbes, soit des courbes, enfin en 3D ça peut être calculé avec des courbes de déformation, des courbes de Bézier, avec des rigs, etc. Des points dans l'espace. Pour l'animation 2D c'était beaucoup plus compliqué parce Mhm. que ben en fait il s'agit pas juste de déformer C'est pas un modèle qui existe, quoi. Il voilà, faut c'est ça. imaginer un bord qui n'existe pas. Bah alors après, dans des logiciels comme Harmony, par exemple, c'est du vectoriel, donc ça reste des lignes de points, Mhm. mais c'est pas aussi, enfin ça fait vite n'importe quoi si on repasse pas la main dessus. Et voilà, l'interpolation n'était pas évidente. Et puis souvent aussi, les esthétiques 2D, euh, c'est pas du lisse, c'est un peu saccadé les animations. Il y a moins Ouais. d'images par seconde. C'est des contraintes à la fois de production
et aussi esthétique, c'est des choix esthétiques. Mais maintenant, entre deux poses clés, on commence à avoir des outils qui sont capables de générer des poses intermédiaires. Et en fait, très vite, enfin, à la vitesse à laquelle ça va, quand on voit par exemple en termes de génération d'images juste photoréalistes, ce que c'était il y a un an, Sora, ou voilà, et maintenant avec Nano Banana, Sora, la dernière version de Sora, etc., on a des choses excessivement convaincantes, Mhm. concluantes. En gros, Alors, niveau réaliste, donc Sora c'est côté OpenAI et Nano Banana c'est côté Google, si je ne ouais. me trompe pas. Et donc c'est là que se fait le truc où maintenant on sait plus dans les choses réalistes. En tout cas, c'est très difficile maintenant de voir ce qui est vrai ou pas. Et par contre, dans le stylisé, c'est là où j'ai un peu plus de questions. Pour l'instant, j'ai pas vu de choses convaincantes, mais bon, j'imagine que ça va arriver aussi, mais ça me semblait plus difficile, quoi. En fait, souvent l'enjeu en production, c'est de pouvoir avoir quelque chose qu'on peut retoucher facilement derrière, parce que Mm. quand bien même l'image, elle est, elle correspondrait à quelque chose, on va voir. Alors, en fait, il y a deux exigences techniques. Soit, on va prendre l'exigence haute, c'est-à-dire avec, pour par exemple, du long métrage ou de la série vraiment de qualité, on va vouloir avoir quelque chose qu'on peut retoucher, donc que le modèle te génère quelque chose qu'un artiste ou une artiste peut éditer derrière. Ça, on n'est pas du tout, enfin pas du tout, on n'y est pas encore, mais vu la vitesse à laquelle ça va, moi je pense que des outils qui sont en capacité de faire ça d'ici un an et demi, on va en avoir. Euh, voilà. Et après, l'autre problématique, c'est le gros de la production. Par exemple, là, si on parle que de l'animation, qu'on laisse un peu les VFX de côté, le gros de la production de l'animation, notamment en France, c'était beaucoup d'animation pour enfants. Mhm. Euh, et en fait, le niveau d'exigence pour les séries pour enfants, il n'est pas toujours, et même en très grande majorité, il n'est pas énorme en termes de qualité d'animation. Et en fait, ça faisait que pour produire de la minute d'animation, il fallait plein de petites mains. Des personnes qui sont un peu ouais, les tisserands, les tricoteurs, tricoteuses de l'animation, où en fait, on leur donne en entrée, alors, mettons, si on pense juste comme si c'était Ouais. des nœuds de production, ces gens-là, on leur donne des références avec des références d'animation, d'un style d'animation, des, des modèles déjà rigués par d'autres personnes. Et en fait, ces personnes-là sont chargées à partir d'une référence qui est le storyboard et éventuellement une ligne ou deux de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, donc la partie du script, de décliner l'animation pour un plan donné. Et après, on a toute une chaîne de production où on fait que les personnes ont plein de plans à faire, etc. Il y a plein d'automatisations, et ça, c'est des choses qu'on a pu déjà discuter Mhm. la dernière fois. Ces systèmes d'entrée, ces trucs de déclinaison, de fabrication de petites mains, c'est le gros du travail qui va être touché par les IA génératives, par les modèles génératifs. Parce que c'est vraiment de l'exécution de déclinaison. D'éléments que d'autres personnes ont conçus en avance. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas directeur d'animation ou directrice d'animation, tout le monde n'est pas character designer, voilà, donc, ou storyboarder. Et en fait, ces entrées-là, à terme, pour des niveaux d'exigence un peu moyens, voire bas, que peuvent être les commandes pour les animations pour enfants, euh, eh ben, je vois venir, gros comme une maison, que on va réduire énormément la quantité de personnes qui sont en capacité, enfin, qui sont demandées pour fabriquer ces minutes d'animation, ces secondes d'animation, et à la place, avoir une petite équipe technique qui va d'abord brancher le pipeline avec des agents qui vont générer des images à partir d'entrées qui auront été faites là par des humains parce qu'on veut du contrôle là-dessus. Donc je Donc la pense partie que, pré-prod notamment, quoi. voilà, Le côté pré-prod, donc création, on va dire vraiment. ouais, les scripts, alors, le scénario évidemment, les caractères design, les références d'animation. Voilà, la direction d'anime va continuer d'exister à mon sens. Euh, et le storyboard. Je pense qu'aujourd'hui, le storyboard va être un des métiers qui va pas être le plus impacté dans la mesure où en fait, la manière dont je comprends
que ça puisse s'articuler. Alors là, on est un peu tôt pour se positionner, mais Mm. c'est ce que j'imagine. De toute façon, On on se pourra, projette juste, hein, on peut pas le voilà, c'est ça, savoir, on se mais projette. Mes prédictions sont à prendre évidemment avec des pincettes, hein. Mais voilà, comme ça va être la base, le storyboard, ça va être la base en entrée qu'on va donner au modèle génératif. Eh bien, en plus voilà, des caractères design, des rêves d'animation et du script, je pense que on va pouvoir créer un écosystème d'agents génératifs qui prend ces données-là en entrée et qui peut générer du shot vraiment de manière très très automatisée et voilà, avec une petite équipe de personnes qui sera un peu pluridisciplinaire. Enfin, une bonne partie de l'équipe sera à juste s'assurer que les agents font pas n'importe quoi, continuent de tourner, etc. Donc une équipe technique qui pourrait peut-être avoir des compétences d'animation ou éventuellement de correction dans le cas de chaînes vraiment tout automatisées, juste vérifier que les animations sont cohérentes et dire ben voilà ça c'est valide, ça correspond bien à ce qu'on veut. Et sinon relancer en ajustant le prompt ou les données d'entrée, relancer un cycle de génération. Ça, je pense, pour du bas de gamme, moyen de gamme d'animation, je pense que ce type de pipeline peut arriver assez vite Mm. parce que il n'y a pas l'exigence de retouches vraiment fines derrière. Pour des outils où en fait on voudrait retoucher le plan après l'animation du personnage en détail ou du décor, etc. Pour des outils plus avancés, utilisables avec de la haute qualité, donc de la série de qualité type, on pense à Arcane, voilà, où en fait là c'est vraiment assez, enfin, c'est très exigeant en termes de qualité, ou bien du long métrage. Là, on ne pourra pas se permettre de ne se reposer que sur les modèles génératifs. On aura besoin d'avoir de la retouche. Et là, à ce moment-là, il y aura encore des personnes qui seront en capacité d'animer des choses qui auront été peut-être et d'ajuster des choses qui auront été générées par des modèles, mais, euh, mais moins. En fait, le gros de la masse salariale, le gros des petites fabrications qui étaient soit les matte painters, soit les animateuristes, soit en VFX, en fait, c'était beaucoup le rotoscoping, en fait, se retrouvent à être, enfin, vont être, ces métiers-là, à mon sens, ont il y a très peu de chances que la crise actuelle économique, qui n'est pas liée à l'IA, en très grande majorité, Mhm. ne donne pas de perspective optimiste, positive pour ces boulots de fabricants de petites mains à l'avenir. Je pense que ces métiers-là vont avoir du mal à retrouver un essor d'embauche comme il y a pu avoir depuis 2015. euh, Avec plein d'appels de poste, etc. Parce qu'il y avait beaucoup de demandes avec l'arrivée des plateformes en ligne qui investissaient à perte pour pour alimenter leur grille. Il y avait un Mhm. nouveau marché qui se créait. Là, aujourd'hui, ça s'est vraiment contracté. Et du coup, on risque. Enfin, voilà, ces métiers-là que je viens de décrire, les métiers de déclinaison, de fabrication, vont être les plus impactés, à mon sens, dans les pipelines et les productions d'animation, ce qui me réjouis pas, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la direction que ça prend, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que là, forcément, on dit pas c'est bien ce qui se passe et tout, hein. On essaie Pas du de tout. voir un petit peu qu'est-ce que ça pourrait impacter parce que aussi il y a plusieurs trucs. Il y a le côté enfin industrie, donc vraiment le côté machine, usine de génération de contenu entre guillemets et tout ça. Donc là où c'est aussi les personnes qui vont décider de produire comme ça ou pas parce qu'il y aura toujours la possibilité de dire nous on produit en, en fait main, etc. Mais il y a juste un truc que je me demande aussi parce que tu parles de il y aura toujours des gens qui ont besoin d'animer pour des choses plus exigeantes, même où l'IA générative aurait été dedans. Pour moi, l'IA générative, j'ai le truc de à la fin, tu as une vidéo. Mais est-ce qu'il y a aussi des choses où à la fin, tu as un modèle 3D? Est-ce que tu peux te donner un modèle 3D et que ça anime dans l'espace 3D et qu'ensuite tu as quand même accès à tes courbes et tout? Parce que ça, j'ai pas connaissance de choses comme ça. Alors, actuellement, ça n'existe pas. Ok. Actuellement, ça n'existe pas, à ma connaissance. Peut-être que je suis pas Hmm. à jour, parce que les choses, des Ouais, fois, c'est beaucoup trop rapide. le matin, tu dis un truc et l'après-midi, en fait, était sorti la veille un modèle Hmm. qui contredisait tout ce que tu disais. Donc, bon, pour l'instant, ça n'existe pas. Euh, Hum, Après, je pense que la vague va monter par la 2D d'abord, parce que techniquement, c'est moins compliqué de générer d'images fixes
Typiquement, j'imagine qu'on puisse. Alors là, pour le coup, c'est vraiment même de enfin, comment dire, de l'imagination d'ingénierie technique, de comment est-ce que j'imagine, comment moi, si je devais le faire fonctionner, je m'y prendrais. Euh, pour de la 2D, comme par exemple c'est du vectoriel, on pourrait très bien avoir. Il y a des modèles qui génèrent des lignes vectorielles, donc on pourrait très bien avoir un système qui, à partir de, bah déjà, ça existe pour les poses clés, mais à partir des entrées que j'ai données tout à l'heure, donc storyboard, un prompt du script, des références de personnages, une référence d'animation, puisse générer une suite d'images vectorielles qui resterait éditable. Mm. Actuellement, je vois pas comment ça pourrait être rigué facile, enfin rigué, déjà rigué, utiliser des choses qui sont déjà riguées. Ouais. Mais en fait, c'est pas impossible d'entraîner les modèles pour qu'ils prennent les points de rig et qu'ils les déforment. Et du coup, on pourrait très bien imaginer que plutôt que de générer juste un vectoriel, il génère un squelette de points qu'on va prendre et appliquer sur le rig en disant bah tiens, ça c'est la déformation et mon rig, paf, je prends juste les points d'entrée et tac, je les mets dessus. Quelque chose que j'imaginais, c'était même peut-être pas passer par des modèles génératifs, mais en fait, si tu transformes toutes tes données d'entraînement enfin toutes tes données pour en faire des données d'entraînement, toutes tes données de production en juste des séquences de points, c'est-à-dire de dire à tel frame, il y a ce personnage-là, c'est ses points dans l'espace en 2D, ce personnage-là, c'est ses points dans l'espace en 2D, etc., etc., etc. À partir de cette cohésion de points, etc., on pourrait avoir juste un modèle génératif de texte qui générerait des points de déformation de rig qu'après tu viens réappliquer à, à tes personnages. Mm. Là, c'est vraiment une piste technique. Je pense que ça pourrait fonctionner. Ce serait une des manières de faire pour éviter que ce soit des images brûlées 2D ou même en vectoriel, mais qui après devraient être riguées pour être déformées. Ouais. Euh, voilà, ça, je sais pas à quel point ça fonctionnerait, mais ça me paraît pas impossible. Et sinon, avoir voilà, juste des images vectorielles, juste qui, si le modèle est assez fiable dans ses poses d'animation, et ben avoir des choses qu'on modifie juste un petit peu légèrement par image. C'est à partir de vectoriel, c'est pas inenvisageable non plus. Donc suivant les niveaux d'exigence, et ben tu vas pouvoir avoir ces niveaux de technicité et d'adaptabilité en différence, sachant que les gains de productivité vont être tels que il va pas y avoir une chute immédiate des budgets, mais quand même assez forte, enfin comment dire, des coûts de production, et du coup ça va pas être immédiat, mais tu peux très bien avoir un entre-deux où en fait ça coûte tellement moins cher que ce temps-là que tu aurais passé à fabriquer, ben, en fait ça coûte déjà moins cher à proposer au client et en plus tu peux allouer plus de temps à la retouche plutôt qu'à la fabrication parce que par ailleurs tu as fait des économies énormes sur la fabrication. Mm. Voilà, ces pipelines n'existent pas encore à ma connaissance, encore une fois, mais ça me paraît pas du tout enfin, inatteignable même à court terme quoi. Ok, ouais. Parce que vu que de mon côté, je suis plus dans la 2D tradi, c'est là où je me dis que c'est peut-être l'endroit où c'est le plus dur à ce que ça atteigne ça. J'ai l'impression, en tout cas, hein, pour avoir une 2D tradi bien faite, j'ai jamais vu de choses comme ça. J'ai l'impression que c'est plus vers de l'image plate, mais qui a un rendu 3D, ou alors le côté plus vecto. Et après, il y a aussi tous les trucs, mais là, c'est plus de. Parce que l'IA en elle-même, comme on dit, ça veut un peu rien dire. Donc il y a des choses qui permettent de faire des choses dans des logiciels et qui sont pas du génératif pur. Je sais pas trop comment ça marche, mais les trucs de Photoshop où tu peux avoir enfin d'Illustrator peut-être, où tu as un truc à plat et puis tu peux le faire tourner en 3D alors qu'en fait tu l'as jamais fait en 3D. Donc ça, c'est des trucs qui, je trouve, sont cool en soi. Parce que ça, c'est juste que tu vas plus vite, quoi. C'est comme mes outils de montage où il y a des trucs automatiques et tout. Mais pour la 2D, je vois pas trop comment ça peut être utilisé et comment ça peut créer des problèmes pour la 2D tradi, à part pour les décors ou des choses comme ça, je pense. Parce que vu que les décors c'est du fixe à partir de concepts et tout, ça peut-être que ça peut être compliqué. En fait, je vois plus le côté réaliste qui est remplacé plutôt que le côté stylisé. J'ai encore du mal à me dire que ça va être compliqué niveau stylisé, quoi. Niveau travail. Ouais. Bah, après encore, c'est des niveaux. Pareil, tu parles de 2D tradi, mais enfin, moi, d'avoir vu ce que tu fais et de ce à quoi tu t'intéresses,
c'est de la 2D d'animation qui est assez, enfin, qui est vraiment qualitative. Il y a beaucoup de séries d'animation. Oui, c'est ça. Donc, on est plus sur des choses soit de l'indé pur, soit du long métrage à ce moment-là, ouais. Ouais, voilà. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est en fait le gros de la fabrication, ces séries d'animation pour enfants qui ne sont pas forcément d'une qualité folle, mais qui remplissent des grilles et qui étaient Mhm. achetées par les clients. En fait, je suis pas en train de m'inquiéter de de la petite, enfin du De petit artisanat l'artisanat, ouais, ouais, ça. qui, Mhm. enfin du petit. Quand je dis petit, c'est en termes de capacité d'industrie, hein, c'est pas en Oui. termes d'intérêt Oui, ça, c'est un petit groupe de physique. personnes qui font des choses vraiment à la main, quoi. Ouais. Exactement. Il y aura toujours des gens qui voudront continuer à animer, savoir animer, faire elles-mêmes voilà, des animations, des décors, de la peinture. Voilà. Enfin, la photographie a beaucoup tué la peinture de portrait, mais a pas annihilé la peinture tout court. Mhm. Il y a encore des artistes qui ont fait de la peinture derrière, et il y a eu tout le mouvement impressionniste. Enfin voilà. Mais la partie réaliste portrait, ce métier a complètement disparu à Oui. cause de C'est le ça. côté que quelqu'un paye un photographe plutôt qu'un peintre. C'est vraiment le C'est côté. Bah, ça. c'est à ce moment-là le côté industrie que je dis un peu usine. C'est pas négatif, mais c'est le côté juste on Ouais. doit faire, on doit faire, on doit faire, quoi. Chaîne de production. Et absolument. Et en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est cette partie réduction drastique du nombre de personnes qui vont devoir travailler pour fabriquer ces secondes d'animation dont Mhm. on parle depuis tout à l'heure, pour remplir les grilles, qui en très très grande majorité ne sont pas de la qualité que tu décris. Pour de enfin, tradi, etc. Il y a beaucoup de vecteurs. Quand tu regardes, il y a beaucoup d'animation qui est vectorielle, donc assez plate. Et il y a aussi de la 3D assez OK, qui est visuellement qui fonctionne, mais qui est Mhm. pas non plus très très très. Enfin, c'est pas du niveau de certains longs métrages, etc. Et du coup, c'est ce gros-là, en fait, qui fait que, ce gros de la production-là, qui fait que ça m'inquiète beaucoup pour la capacité aux gens qui, enfin, la capacité de personnes qui pourront travailler dedans. Il y a beaucoup de métiers qui vont changer, voire, où des savoir-faire risquent de disparaître. Typiquement, quand je dis disparaître, c'est en tendance, c'est-à-dire Mhm. qu'en très grande majorité, il y aura beaucoup, beaucoup moins d'animatrices euh, pour fabriquer ce dont on parle. Et l'idée, c'est d'en vivre. Il y a plein de gens qui passent leur vie à animer des choses pour pouvoir remplir leur frigo et qui ont été formés pour ça. Et c'est très bien. Et c'est ces métiers-là qui m'inquiètent. Enfin, Mhm. c'est ça qui me préoccupe en fait. Je pense que ces choses-là vont vraiment être impactées très très durement. Et la crise actuelle a déjà pas mal sabré la capacité d'emploi et n'a pas grand-chose à voir avec les modèles génératifs. C'est une crise purement Oui. économique actuellement. Pour l'instant, il y avait beaucoup trop de choses qui étaient produites et ensuite ça a été ralenti. Donc Bah, les clients principaux ne prenaient moins de choses de ce que j'ai ouais, en compris. fait, il y a un marché qui s'est créé avec l'arrivée des plateformes, qui ont Mhm. investi à perte pour remplir leur grille et pour faire des appels, etc., enfin, pour créer Pour des appels gagner les d'offres, abonnements gagner des à parts la de fin. marché. Et en fait, multifactoriellement, la demande a diminué beaucoup. Et il y a eu des problèmes d'inflation, il y a eu des problèmes de prêts de banque qui augmentent. Du coup, en fait, ça coûte beaucoup plus cher de produire parce que du coup, tu n'as plus de l'argent qui t'est prêté gratuitement ou semi-gratuitement. Mhm. Voilà. Donc il y a plein de choses qui font que. Il y a aussi une concurrence internationale qui est montée énorme, c'est-à-dire qu'il y a un gros de la fabrication, c'est beaucoup pour les VFX, mais qui se fait en Asie et notamment en Inde. Et en 10 ans, l'Inde a pris une capacité de fabrication qui est énorme. Et en Mhm. fait, ils sont ultra concurrentiels parce qu'aujourd'hui, comme les productions ont du mal à clôturer les budgets, et ben, elles sont obligées de faire appel à des concurrences, enfin, à des, comment dire, à des collaborations, pas des concurrences, c'est aussi du coup, mais des collaborations internationales qui en plus peuvent être exigées par les pouvoirs publics en disant ben non, c'est bien d'avoir des coproductions internationales, très bien, sauf que derrière, tu te dis ben est-ce que je vais plutôt au Canada ou est-ce que je vais en Inde? Et en fait, en Inde, les minutes, les secondes d'animation que tu vas faire là-bas, et ben, ils te coûtent zéro. Mhm. Parce que l'Inde, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, OK, nous, on fait gratuitement l'animation, mais par contre, on prend le marché asiatique en distribution. Ah ok, Et, je savais pas que ça existait ça. et du coup, en fait, quand tu as une production française, tu dis, entre une grosse partie de l'argent de la production va partir au Canada ou je sais pas où, enfin une moitié de budget, pour avoir mon budget subventionné, est-ce que je donne une partie de mon argent à un autre studio
ou est-ce que je garde tout, mais je laisse les droits de distribution en Asie, que de toute façon je n'aurais pas fait, ou Mm. potentiellement ça m'aurait coûté très cher parce que j'ai pas le savoir-faire et tout, le calcul est vite fait. Donc c'est un acteur qui est venu et qui a cassé les prix en fait. La crise actuelle n'est pas liée aux IA génératives et que Mhm. du coup le gros de la vague, en fait c'est ça que je veux dire, le gros de la vague de réduction de capacité d'embauche, à mon avis, est devant. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y aura les métiers qui restent, c'est plus les choses plus complexes et plus exigeantes et tout en termes de qualité finale, mais donc forcément il y aura moins de place parce que je pense pas qu'il va y avoir plus de longs métrages pour autant quoi. C'est ça. En fait, les grilles sont déjà pleines. En Mhm. fait, on a une contrainte qui est l'expansion ayant été due à l'ouverture d'un nouveau marché. C'est-à-dire, c'était toutes les plateformes de streaming, de VOD. Bon, bah, maintenant que ça s'est stabilisé et du coup, bah, c'est plein et même du coup, ça a la croissance s'est arrêtée et donc, bah, de fait, ça a complètement, même ça a freiné, ça a reculé. Du coup, on a une sorte de retour en arrière sur les capacités d'emploi et de production. Et ben, les grilles n'allant pas grossir, Mhm. le fait, les coûts, les gains de productivité augmentant, et ben, du coup, la variable d'ajustement, ça devient la quantité de personnes qu'on emploie. Ouais. Ou les niveaux de salaire, et des fois, et souvent c'est les deux. C'est-à-dire qu'on va moins payer certains postes parce qu'ils vont devenir plus facilement remplaçables. Ça, c'est l'histoire de l'industrialisation. Ouais. En découpant les tâches, c'est le taylorisme, hein. En découpant les tâches, tu peux réduire les coûts par tâche et en plus, parce que tu fais des économies d'échelle, et en plus, remplacer plus facilement les gens, donc tu peux négocier les salaires à la baisse. Mhm. Et du coup, aujourd'hui, déjà aujourd'hui, le gros des emplois qui ont été touchés, c'est les emplois précaires, donc d'intermittence. Voilà, parce que c'est plus facile de se séparer de personnes qui sont en CDDU avec Mhm. des durées très courtes, etc. Et de garder les personnes qui ont de l'expérience, qui ont de la technicité, qui sont en CDI dans le studio, notamment les leads anime, les leads VFX, les leads globalement. Donc ça c'est Et courant que ces personnes-là soient en CDI aussi. Pour moi tout le monde était en intermittent quasiment. je sais pas, En tout cas enfin, dans je sais pas, l'animation, je crois que le jeu vidéo c'est différent parce qu'il n'y a pas l'intermittence comme ça. Mais ouais. Il y avait des studios qui salariaient en CDI ah, ok. certains postes clés pour pouvoir les garder. Mhm. Voilà. Je sais pas à quel point c'était monnaie courante. Je connais pas les proportions en termes de taille, enfin en Ouais, termes moi de non plus, en quantité vrai, de je personnes. pensais juste que c'était précaire pour tout le monde, sauf que ceux qui étaient lead avaient plus facilement des nouvelles choses derrière, quoi. Mais Et bon, ben peut-être, ouais. il y a aussi ça. Et donc, c'est parce que là, forcément, on fait un portrait assez. Je dirais pas que c'est pessimiste, mais c'est juste que forcément, ça enlève un peu du côté pour les gens qui sont en école et tout, de se dire qu'est-ce qui va se passer, c'est le chaos dehors et tout. Est-ce que tu as un truc à dire aussi par rapport à ça? Parce que forcément, il y a c'est bizarre à dire sûrement, mais il y a genre beaucoup trop d'écoles, beaucoup trop d'élèves dedans. Et ça, que ce soit même sans question d'IA générative ou quoi, il n'y a pas autant de production que ça. Et forcément, tout le monde ne peut pas partir, forcément travailler ailleurs et tout. Donc, est-ce que tu as des choses aussi, des retours là-dessus? Est-ce que tu vois aussi des trucs de ton côté sur ça? Parce que c'est une grosse question et je pense que beaucoup de gens qui écoutent sont en école, genre en fin de cursus et se disent ah, qu'est-ce qui se passe derrière? Ou même hésitent à rentrer par exemple. Ouais, Ça, c'est aussi ouais. un gros truc. En sachant que les écoles sont pas obligatoires de base, hein, ça je reprécise tout le temps, mais vous n'êtes pas obligé de mettre 10 000 euros par an dans quelque chose pour travailler dans l'animation. Mais Ouais, les ça, écoles privées surtout. Ouais. ouais. Ben, en fait, il y a aux alentours de enfin, 2018-2019, il y a plein d'écoles qui se sont montées Mhm. pour ben, répondre en fait, il y avait un tel marché en croissance qu'il y a plein d'écoles qui se sont des fois montées en toute vitesse avec des niveaux de formation discutables et des prix encore plus discutables. Mhm. Euh, voilà, qui se sont montées pour, ben, en fait, comment dire, sur la promesse de venez chez nous, le domaine est en plein essor, vous aurez plein de travail derrière. C'était vrai il y a 5 ans, ça l'est plus du tout aujourd'hui. Et aujourd'hui, en 2025, enfin 2024-2025, la quantité de personnes qui après, enfin, dans les 6 mois qui suivent leur diplôme de sortie d'études, trouvent du travail, la quantité de ces personnes-là a été réduite par deux. Mhm. Donc en fait, aujourd'hui,
il y a 2 fois plus de personnes qui rentrent sur le marché que le marché ne peut, enfin, quand je dis, voilà, le marché de l'emploi, l'industrie, que l'industrie peut en absorber. Hmm. Donc en fait, déjà ça crée mécaniquement une, une précarité, une précarisation, ouais, et du coup ça précarise et ça crée une précarité plus grande chez les gens parce que du coup il y a beaucoup plus de compétition et donc bah, on peut négocier les salaires à la baisse. Euh, et en plus, il y a des personnes, il y a les studios qui se séparent de personnes avec qui ils avaient l'habitude de travailler parce que ils ont tendance à valoriser des seniors bien habitués avec des modèles génératifs dans les mains. Ça arrive, hein. Ça arrivera bientôt. Tu vas avoir plus tendance à favoriser des personnes expérimentées avec des modèles génératifs dans les mains plutôt que des juniors à former, etc. Hmm. Et donc, ben, à mon avis, il y a plein d'écoles qui vont juste fermer. Enfin, il y avoir tout se fait en décalage, mais enfin en décalé, et je pense qu'il y a plein d'écoles qui vont pas avoir d'autre choix que juste arrêter parce que bah, en fait après quand on ne gagne pas d'argent sur les gens qui sortent, je sais pas, mais Oui, en soi, comme si tu continues à dire qu'il n'y a pas de souci et que les gens savent c'est pas ça. qu'il y a un souci, bah ça peut continuer à marcher, quoi. Alors c'est mensonger, ça va peut-être mettre 2 ans, 2, 3 ans à arriver. Ça commence à être Euh, dit maintenant, même des gens en école qui font il y a des petites conférences, des choses comme ça pour dire bon, voilà ce qui se passe un peu et tout. ouais, Je pense qu'il y a eu trop de gens qui sont sortis en disant en fait, c'est pas ce qu'on nous dit. Et ça revient un peu dans l'école, je pense, après. ouais, bah, en fait ça va se savoir, et surtout aussi je pense qu'il va y avoir une compétition entre les écoles, c'est-à-dire que d'ici l'année prochaine, voire dans 2 ans, je pense que des formations vont se créer, des formations qui vont te promettent de travailler, qui vont faire des experts de manipulation de modèles génératifs pour la production audiovisuelle. Tu vas pouvoir avoir une formation qui dit, OK, en un an, je te forme pas à devenir animatrice, expert VFX, ce que tu veux. Mais par contre, tu vas pouvoir faire de l'animation, fabriquer des films aux exigences de l'industrie, la manière dont c'est en train de se construire, se constituer, en manipulant des modèles génératifs. Et donc des personnes qui vont être les anciens TD, en fait, ou les nouveaux TD, Technical Director, qui, plutôt que d'avoir une bonne connaissance fine des logiciels, etc., auront une bonne compréhension de comment bien orchestrer des modèles génératifs entre eux pour générer et préparer la production à ça, pour générer le plus fidèlement possible les secondes d'animation dont on a besoin. Et ça, bah, en fait, comme c'est beaucoup moins technique, et c'est une formation qui est beaucoup moins enfin, technique dans le sens, la technicité pour savoir bien animer un personnage, elle est énorme. Enfin, c'est vraiment très très avancé comme savoir-faire. Et ben là, ça va être beaucoup moins compliqué. Et je pense qu'il va y avoir des formations à bas coût qui vont dire non, mais nous, pour un an, peut-être 2 ans, pour 2 fois moins cher, du coup, parce que ben, c'est moins long, et ben, tu vas pouvoir avoir du travail. En plus, ce sera le nouvel Eldorado, les IA dans la production du visuel. Et ben, tu vas pouvoir faire ça. Et je pense qu'effectivement, il va y avoir un effet de ressort sur les écoles qui se sont créées là très vite et qui, du coup, ben, les gens reviennent en disant il n'y a pas autant de travail que prévu. Donc, potentiellement, des écoles vont fermer Ou alors se euh, convertir justement vers ça, quoi. ou se reconvertir Et vers quitte à ça. avoir un backlash ensuite derrière, parce que forcément, je crois que c'était Gobelin qui avait fait juste une section avec, je crois que c'était Midjourney et tout ça. Et donc déjà ça avait fait du bruit, parce que forcément c'est toujours bizarre de dire on va vous apprendre à faire un truc qui, en plus le côté vol d'image et tout, ça on n'en a même pas encore parlé. Et donc forcément ça a des mauvais retours, mais s'il y a une école qui fait que ça et qui s'en fout, on va dire, d'avoir une mauvaise presse et qu'ensuite les gens y vont parce qu'il y a du travail, ça va peut-être se démocratiser petit à petit et devenir moins grave, entre guillemets, de, d'avoir des cours comme ça. Je pense qu'à un moment donné, il y aura ce genre de choses et que ça va se lisser un petit Ouais. peu et il y aura les puristes, entre guillemets, un peu comme nous, je sais pas, d'un côté. Et de l'autre côté, juste, ben, il nous faut du travail, ça ne me dérange pas, ce truc-là, ça devient la normalité et on verra ce que ça donne là-dessus. Mais Mm. ouais, je suis curieux et en même temps, bon, moi, je vais pas dire que j'ai peur non plus parce que bah, je suis pas vraiment je suis pas vraiment dans des studios d'anime ou quoi, donc j'ai moins ce côté-là. Mais, euh, mais ouais, j'imagine que ça fait flipper les gens qui veulent y rentrer. Et j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, ben, je voulais rentrer en école, j'ai été pris, mais je sais même pas si je vais y aller parce que je pense qu'il n'y a pas de travail du tout derrière. Ce Mm. qui est pas vrai non plus, parce que forcément qu'il y aura encore un peu de place. Mais je comprends que ça fasse flipper là-dessus, quoi qu'il arrive. Mais le nombre d'écoles aussi, c'est dû aux groupes qui font popper des écoles un peu partout, etc. Enfin, je sais même pas s'il y a.
Je sais même pas si c'est vraiment sur le côté, il y a un gros marché, on le fait. Au niveau du travail, je pense que c'était plutôt, il y a plein de demandes de gens qui veulent aller en école. Je sais même pas s'ils se posent la question du travail derrière, quoi. Je pense que c'est juste, on va créer une école de commerce, là, on va faire une école d'anime, et puis après, ah bon, on ferme ça, on ouvre ça. Je pense qu'il y a des logiques que j'ai du mal à imaginer. Juste, ils ont plein d'écoles, de plein de trucs, et puis ils ouvrent, ils ferment, quoi. Oui, après, oui, certainement. Après, peut-être qu'un jour, si c'est devenu très connu que bah, en fait, il n'y a plus de travail dans l'animation, Mm. bon, ben, elles vont avoir du mal à remplir leur Mais banc, voilà. les écoles, quoi. Et après, c'est vrai qu'elles vivent sur les étudiantes et étudiants qui financent les écoles. Mhm. C'est les étudiants qui financent les écoles. Oui, peut-être que pendant un certain temps, elles vont continuer à peut-être un peu masquer la réalité, ou évidemment, éventuellement se reconvertir très vite. Mais voilà, continuer à essayer d'attirer des gens, quitte à ce qu'il n'y ait pas assez de personnes, il y ait vraiment personne qui derrière trouve du travail, quoi. Ça, c'est un peu mesquin, je trouve, Mm. mais Ouais. si ce n'est malhonnête. Mais voilà, Après, toutes les écoles sont pas comme ça. Il y a quelques temps, moi, j'ai eu une discussion voilà, avec une directrice d'une formation voilà, d'une école privée qui fait ça. Elle était très inquiète de ça et elle, quand même, ça allait contre enfin, contre le fait que l'école a besoin des étudiantes et étudiants pour vivre. Elle voulait informer ses Mhm. étudiants et étudiantes de ces enjeux-là, pour qu'ils sachent où est-ce qu'ils mettent les pieds. Oui, c'est ça. Ouais, il y a des gens aussi de là-dedans qui sont complètement de bonne foi et Qui inquiets sont peut-être de... même bloqués dans ce truc-là, enfin T'as pas le choix. on a Ouais. envie de transmettre ce truc-là, et en même temps, bah, vu que la réalité arrive aussi de ce côté. Je voulais juste parler aussi des modèles en eux-mêmes. Je sais pas si tu as des infos là-dessus, parce que on parle beaucoup du fait que ça lutte ou Internet, ça a chopé tout ce qui pouvait sans droit d'auteur, etc. Est-ce que, quand tu parles de modèles utilisés par des studios, est-ce que c'est ce genre de choses-là où un modèle est forcément alimenté par des choses qui sont pas à lui, ou est-ce que tu peux vraiment de zéro dire voici tout ce qu'on a fait pendant mes 10 ans de production dans mon studio, ça m'appartient et tout, et à partir de ça, avoir assez de choses pour générer la suite. En gros, est-ce que le vol de données est obligatoire, enfin le vol d'œuvres et tout est obligatoire pour faire des choses dans son propre studio, en gros. Alors, euh, oui, enfin obligatoire, incontournable. Ouais. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, je ne connais pas de studio, et éventuellement Disney, des studios qui ont beaucoup d'argent, qui Mm. pourraient investir dans la fabrication, peut-être des studios chinois ou indiens, peut-être, je connais pas bien leurs finances, mais c'est, voilà, à moins en fait, entraîner un modèle de zéro, ça coûte une fortune énorme. Ok. C'est c'est beaucoup d'ingénierie, même en utilisant des techniques qui existent déjà. Il faut énormément de matière. Enfin, faut voler, moissonner une quantité de données énorme. Mhm. Puis après, il faut entraîner ça sur des fermes de GPU pendant très longtemps. Enfin, ça coûte très cher. Et c'est pas sûr que ce soit rentable. Par contre, euh, ce que tu peux complètement faire, c'est acheter une licence d'un modèle qui existe déjà et faire ce qu'on appelle du fine-tuning, donc du réglage fin de ton modèle, et tu le réentraînes partiellement sur une banque d'images que tu as constituée toi. Ok. Et on peut Donc ça peut complètement faire ça. ça peut donner l'impression de l'extérieur qu'on s'est entraîné sur nos trucs, mais derrière, il y a forcément un cerveau, on va dire, qui a dû prendre d'autres choses, quoi. Bah, sans le cacher nécessairement, ça dépend. Si la question elle est juste éthique de ben il faut, enfin on a volé plein d'œuvres sans le consentement de plein de gens pour les utiliser pour l'entraînement, oui, là-dessus, ce sera même difficile à cacher parce que ce sera difficile de justifier financièrement si Mm. jamais il y a une vraie surveillance politique qui se met en place, qui dit ben si vous utilisez des modèles d'IA, il faut que ce soit vous qui les ayez entraînés de zéro. Il faut justifier ça par votre jeu de données, je sais pas, l'algorithme d'entraînement, j'en sais rien. Mm. Là, quasiment aucun studio ne pourra se payer ça. Ouais. Par contre, et du coup, mais aujourd'hui, un studio qui dirait, bah, on a notre propre modèle, un studio, je sais pas, de la taille, je prends la taille normale, par exemple, qui dirait, ah, on a notre modèle, et puis on l'entraînait avec nos données, et ça fonctionne super bien, enfin, on pourrait vite suspecter de malhonnêteté parce qu'on va dire, ben, ça coûte si cher. Comment est-ce que vous avez, enfin, où est-ce que vous avez trouvé cet argent pour investir en R&D?
pour créer votre modèle depuis zéro. Ok. Donc, Alors, je pensais que ce c'était qui est- possible, tu vois. J'avais l'impression que c'était faisable de prendre tes 10 ans de production et de mettre toutes tes images et tout et que ça puisse faire quelque chose. Mais c'est pas assez, ben, quoi. ce sera pas suffisamment, ça, Ouais. certainement pas assez aussi efficient. C'est-à-dire que peut-être pour refaire une production qui existe déjà, pourquoi pas. Par contre, si ce modèle-là, tu veux l'utiliser de manière un peu plus généraliste sur d'autres Mm. productions, il n'aura pas vu assez de choses pour en faire quelque chose, tu sais, genre une production nouvelle. Si tu l'entraînais que sur deux de tes licences qui marchaient bien et pour lesquelles tu as plein de jeux de données, Mhm. eh ben, il va avoir du mal à faire autre chose que ça. C'est Ok. pour ça que on va tout avoir intérêt à acheter des modèles existants, les fine-tuner. Donc, tu vas quand même constituer ton jeu de données avec euh, toutes tes entrées et tes sorties en images. Donc, on va dire, ben, on avait ça en entrée, ça a donné ça en sortie, etc., etc., etc. Tu labellises tous ces trucs-là, tu les donnes au modèle qui va se réentraîner un peu par-dessus et affiner. Et à ce moment-là, ton modèle que tu as acheté, loué, tu l'auras spécialisé pour ta production, la production que tu vas faire. Et après, tu pourras, cette licence-là, soit tu changeras de modèle à la prochaine production parce qu'il y aura eu des avancées, je ne sais pas, mais ce modèle-là, après, tu peux l'utiliser pour toute ta production en l'état parce que tu l'auras affiné Mm. pour fabriquer ce que tu cherches à fabriquer. Ok, d'accord. Ouais, donc ça veut dire que si jamais tu prenais que tes trucs, les trucs que t'as fait, bah tu pourrais faire une autre saison, j'en sais rien, de ta licence phare et c'est tout quoi. Mais encore, je sais même pas comment ça. Ça me semble tellement énorme de toute façon. Mais là, t'as déjà des échos alors de studios, sans forcément dire lesquels ou je sais pas, mais qui utilisent déjà des choses comme ça. Parce que je sais Il pas à quel point t'es utilise en contact avec d'autres studios autres que le tien. Mais... actuellement, alors j'ai oublié le nom d'un studio, j'ai pas fait mes devoirs sur ce point-là. Euh, c'est un studio qui revendiquait le fait d'avoir automatisé quasiment 90, 80, 90% de leur pipeline Ah de ouais. fabrication et qui eux se construisaient sur les IA génératives. J'ai vu passer un article il y a quelques temps, mais je me souviens plus quel studio fait ça. C'est facilement retrouvable, je pense. Mm. C'est le Et seul à ça, ma connaissance qui fait ça. c'est un nouveau Pardon? studio ou c'est un studio qui a transitionné vers Non, ça? c'est un studio. Alors, de ce que j'avais compris de l'article, mais c'est un studio que je connaissais pas du tout, qui s'était construit sur ça. Donc, c'est un nouveau Ok. studio qui s'était Donc ça construit m'étonne un peu moins, sur. quoi. Le Voilà. côté, il y a un truc, on va créer alors qu'avant on n'en faisait pas. Mais si Ouais. un jour on me dit, je sais pas, moi, genre Disney switch complètement vers ça, là je vais me dire, waouh, ça va me sembler plus fou, quoi. Alors que les Ben, nouveaux moi, trucs, ça veut dire un peu le côté aussi start-up, nouveau studio, nouvelle ouais. techno, machin, pour lever des fonds et tout. Il y a aussi ce côté-là. Oui, c'est le côté opportuniste, un peu Hmm. investissement d'opportunité, ça c'est clair. Pour les très gros studios, bah, genre Disney, j'avais vu des trucs où, pour l'instant, ils étaient un peu réticents à utiliser les IA génératives qu'ils n'avaient pas même entraînées parce Hmm. que ils avaient justement des interrogations sur le droit et le droit d'utilisation des images générées. Parce que là, pour l'instant, bah, en fait, la législation n'est pas du tout claire. Ouais. Il y a très peu de jurisprudence. J'avais Il y entendu a qu'il y eu avait pas, que tu pouvais pas, enfin, comment dire, que ça appartenait à personne, mais je sais pas si c'est vraiment ça. C'est, Ben oui et non, en fait ça dépend à quel point ça ressemble. Récemment, c'est en Allemagne, il y a un artiste qui a réussi à faire, à, ga- à faire condamner, je crois que c'était Google, OpenAI, ça doit être OpenAI, parce qu'ils ont utilisé des données d'entraînement, enfin ces données à lui sans son autorisation. et que c'était très clair, j'imagine, de dire, regardez, là c'est clairement mon truc. Voilà. Ok. Et parce que le truc, quand on mettait son nom, pouvait générer des choses qui ressemblaient vraiment. Enfin, il y avait il y avait cette problématique-là. Mais j'ai aussi vu que, par exemple, Disney commençait quand même à vraiment investir le sujet parce que, en fait, économiquement, ils n'ont pas le choix pour rester dans la course à la production et Hmm. au coût qui vont drastiquement diminuer. Et ben, ils n'ont pas d'autre choix que de faire de la R&D sur ces sujets-là parce que sinon, ils vont se retrouver. Alors, bon, ça reste Disney, ils ont énormément d'argent, mais ils vont se retrouver voilà, à potentiellement avoir une phase où ils vont perdre ils vont être pas suffisamment compétitifs et du coup leur, euh, leurs productions seront trop chères, leur coûteront trop cher et donc seront moins achetés ou moins distribués. Hmm. Bon, quand même, ils ont leur propre plateforme de diffusion, mais aussi leurs films et tout, ils sont achetés, distribués dans plein d'endroits. Mais du coup, s'ils les achètent au prix du marché alors que ça leur coûte encore ce que ça coûtait avant, bah en fait, ils vont perdre beaucoup d'argent. Donc en fait, ils n'ont pas d'autre choix que d'investir ça aussi. Ouais, donc c'est tout le De monde le qui essaie de pas se faire manger sur- par les autres et au final, ça.
ça Ouais, augmente alors que peut-être que limite personne voulait le faire au départ et ensuite t'es obligé de faire ça, quoi. c'est ça. Bah ça, c'est les problèmes classiques Ouais. de contraintes structurelles de marché, c'est-à-dire que dans un marché compétitif, c'est le moins cher Mm. qui remporte la part en général, et du coup, ben, ouais, le premier les premiers ont la part du gâteau et les autres les miettes ou ferment. Voilà. Ok, Pas ouais. très. Mais du coup, tu pourras voilà avoir un modèle maison par production, enfin maison affiné maison par production pour améliorer ta production, enfin améliorer, s'intégrer dans ta production. Et après, bah, ton modèle que tu as loué ou acheté, tu pourras l'utiliser ou le fine-tuner suivant les différentes productions. Euh, et après, se pose la question des nouvelles productions, genre avec une nouvelle DA, une nouvelle animation, etc. Et là, il faudra des modèles suffisamment généralistes pour qu'à partir d'entrées très simples, qui sont les personnages, les animations, le storyboard et les prompts texte de script arrivent à faire des images correctement, enfin, qui sont acceptables et utilisables. Pour l'instant, à ma connaissance, on n'y est pas encore, mais bah, en fait, ça va très 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 vite. Donc, je pense qu'on est sur du 1 an max, Ouais. quoi. Et c'est intéressant aussi que tu parles du fait que pour toi, c'est vraiment la fabrication qui va être impactée le plus. Alors que de ce que je vois aussi ailleurs, on parle même de génération de personnages à partir de zéro, des choses comme ça. Donc même que la partie pré-prod, avec je sais pas exactement qui disait ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, mais qui parlent du fait de, je sais pas, faire des concepts ou des choses comme ça, et faire en gros ton gros mood board, concept, pré-prod, avec ça, avant de le fabriquer à la main. Donc il y a un peu les deux approches, j'ai l'impression, qui existent. Dans un cas, on a l'impression que c'est la pré-prod qui va disparaître, et dans l'autre, on a l'impression que c'est la prod qui va disparaître. Ça dépend peut-être des échelles des productions, je sais pas. Mais en fait, j'avais Mais jamais trop entendu le côté fabrication. Pour moi, c'était plus le côté création, concept qui était plus hmm. en danger. Bah, en fait, c'est sûr que enfin, je pense que ça va devenir quelque chose d'incontournable, c'est-à-dire que tous les niveaux de production, enfin les niveaux en sens tous les postes de production vont avoir dans leur pipeline de fabrication des IA génératives à un moment ou à un autre. La question, c'est la question de fabrication. Effectivement, je connais moins la pré-prod, Hmm. mais j'imagine qu'il y a globalement un lead character design, concept artiste, voilà, et des personnes qui, à partir des grandes directions, assistent, fabriquent aussi pour la direction plus générale. Et en fait, c'est cette couche-là de fabrication qui, pour moi, est analogue à la fabrication d'animation, Hmm. qui va être impactée parce que le concept artiste, le directeur de personnage, pardon, le directeur, directrice des personnages ou des décors ou de l'univers pourra seul ou avec une ou deux personnes faire le travail de toute la petite équipe avec qui il travaillait, parce qu'avec les modèles génératifs, pourra itérer beaucoup plus rapidement dessus, décliner les choses, faire les moodboards, etc. Beaucoup plus rapidement. Hmm. Et du coup, enfin, pour 10 personnes, enfin, il ou elle fera le travail de 10 personnes avec un ou deux agents autonomes, enfin, génératifs, pardon, Hmm. qui tournent à côté, quoi. Ouais, ouais, donc c'est toujours le côté supervision, on va dire. T'es obligé d'avoir quelqu'un, forcément, tu peux pas juste fais-moi un film et puis hop. Donc il y a forcément Ouais, des gens qui dirigent le truc, mais c'est plus le côté fabrication en elle-même qui posait déjà des problèmes au départ parce que, enfin, ça même hors génératif et tout, le côté que à une époque, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui rentraient par la colo, qui rentraient par les inters, des choses comme ça, choses qui sont maintenant dans d'autres pays. Donc il y avait déjà le côté un peu de tu débarques en France en tant que junior, il y a déjà des portes qui étaient plus accessibles, qui sont fermées. Donc là, il y a encore plus, mais je sais même pas trop comment remonter un truc un peu positif dans la discussion, parce que là, on est tellement dans ce côté, c'est un peu chaud, que j'imagine que dans tous les cas, je dirais de pas forcément arrêter d'apprendre à vouloir faire des choses. Hein. Ça, si vous avez envie de faire des corps, des animations, des choses comme ça, comme on dit, il y aura toujours des artistes, ne serait-ce que des petits groupes qui font des trucs. Là, on parle vraiment industrie et tout. Mais forcément, le côté en vivre, en tout cas, sans être son propre studio qui a, je sais pas, une identité super forte qui fait que tu arrives à t'en sortir avec des petites prods et tout. Mais à part ça, ça me semble un peu complexe. Voilà, je sais pas, je sais pas trop comment encourager les gens derrière ça, mais ça me semble un peu complexe. Mais bon, en tout cas, de temps en temps, il y a une vidéo comme ça qui est un peu plus
c'est le bordel. En gros, il y avait la vidéo, la crise de l'animation aussi, avec deux anciens de l'école L'Atelier, où c'était il n'y a pas de travail. Donc ça allait un peu dans dans ce sens-là. Mais c'est dur un peu de jongler avec ce truc-là, à la fois. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui voulaient juste ne pas étudier ça parce qu'ils disaient qu'il n'y avait pas de travail, alors que pourtant ils voulaient faire ce genre de choses. Et je veux pas non plus leur dire de rien faire, quoi. Parce que il faut quand même qu'ils. Enfin, les artistes vont pas être finis. On parle vraiment d'industrie. Mais en même temps, bah, est-ce que tout le monde va devoir avoir un deuxième travail, enfin un autre travail, un vrai travail, on va dire, parce que ça paiera pas l'autre. C'est ouais, c'est ça qui est un peu tendu, quoi. Ben, en fait, le problème, c'est que, je suis vraiment d'accord, le problème, c'est que dans un monde de paradigme d'emploi et de compétences, Mhm. c'est-à-dire que tu constitues des compétences dans le but d'être employable et de pouvoir vendre ta force de travail sur le marché du travail derrière, de fait, avoir une fragmentation et du coup une spécialisation par petites tâches de toutes ces compétences et en plus une remplaçabilité plus forte parce que des modèles génératifs peuvent faire une partie de ces tâches ou toutes à terme, enfin à terme, à moyen terme d'ailleurs, en fait ça crée un truc où tu vas dire bah oui bah du coup ce que j'apprends dans une perspective un peu utilitariste, Mhm. opportuniste de ben tiens, j'ai envie de faire de l'animation, bah, j'ai envie d'en faire mon métier, et donc je vais apprendre, je vais arriver à cumuler les deux, quoi. Là, aujourd'hui, faire de l'animation comme on l'imagine, de l'animation un peu, voilà, indé, tout ce que tu veux, ça va, ça peut rester un plaisir, et même ça peut être très agréable de le faire avec des modèles génératifs. Enfin, je pense qu'il y a des super œuvres qui vont arriver avec un, une équipe d'humains qui auront travaillé peut-être avec des modèles génératifs, etc., et qui feront une super œuvre par ailleurs, comme il y a eu des super films qu'on puisse faire en reprenant des choses qui existaient déjà. Typiquement, quand tu penses à Logorama, qui est un film qui a eu un grand succès dans les années 2010, un court-métrage, où en fait c'est que des logos c'est que des logos de sociétés c'est une ville de logos avec des logos qui interagissent, qui une vie, à une histoire de braquage de banque. Enfin, Ouais. c'est vraiment pas mal. Mais du coup, c'est que des choses qui existent déjà, en fait. Mhm. Donc là, je grossis un peu le trait, mais Oui, ils ont parce que là, juste c'est animé, juste ils en ont fait quelque chose de chouette. c'est de la réutilisation d'icônes et tout, comme on reprend un personnage. Donc j'imagine que la partie morale et éthique est pas du tout la même. Enfin, je pense que le côté qui gêne aussi beaucoup de gens, c'est le côté tu ne fabriques pas. C'est surtout ça, je pense, le gros truc de tu écris et ça fabrique un truc. Je pense que c'est là que les artistes se disent, mais la personne n'a pas fabriqué, quoi. C'est pour ça que le terme des gens qui disent je suis artiste IA et tout, forcément on lui dit bah non parce que c'est pas toi qui l'as fabriqué le truc. C'est pas pareil que la 3D où tu vas faire ton truc toi-même et tout. Après il y a des questions aussi de qu'est-ce que c'est vraiment un artiste. Voilà, il y a des questions philosophiques derrière et tout. Parce qu'en vrai peut-être que tu l'es aussi, quoi. Si t'écris et que ça crée quelque chose et que tu le modèles et tout ça, c'est des grosses questions. Mais ça à ce moment-là c'est plus trop un truc économique ou industriel. C'est vraiment juste philosophique, quoi. Donc ça a peut-être moins de sens ici. Mais je peux comprendre le côté, ce côté-là de, tu n'as pas fabriqué le truc, quoi. Ouais, et Ok. après, en fait, la question du niveau d'implication de l'outil, enfin, c'est l'histoire de la Bah, fabrication ouais. et de la création artistique. Enfin, à chaque fois, on dit oui, mais en fait, au moment où la photographie arrive, on dit c'est pas un art, c'est juste c'est juste quelque chose qui prend la réalité telle quelle. On a longtemps cru ça, que c'est une Mm. photo, c'est la réalité imprimée sur un capteur maintenant, mais sur du celluloïd à l'époque. Bon on a créé enfin, la photographie arrive, tout un pan de la création artistique est arrivé en même temps, Mm. parce que c'est devenu une méthode d'expression, etc. Et souvent, on finit par conclure que, ben, en fait, la création artistique, c'est les choix que tu fais avec les outils à ta disposition. Et du coup, ben, avoir plein de modèles génératifs, même si c'est pas toi qui fabrique ton animation, parce qu'on pourrait très bien dire, par exemple Blender, bon bah oui, mais les courbes de Bézier c'est de la triche, parce que à l'époque, eh ben il fallait animer chaque courbe, et en fait la, 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 la compétence c'était de savoir faire des images qui se suivent correctement avec une animation qui soit fluide. Mm. Là, avec l'arrivée des outils numériques, eh ben on peut déformer avec des courbes des points dans l'espace. Bon bah en fait c'est pas toi qui l'as fait l'animation. Bah si, en partie. Et du coup, Ouais, ouais, je vois. Donc si le bout de l'idée, c'est de dire juste je pense à quelque chose et ce truc arrive, bah à ce moment-là, texte, image, ça peut faire partie de ce truc-là si on prend
ce point de vue-là. De Ouais, se dire juste mon idée doit être concrétisée, peu importe la voie. ouais, c'est Ok, l'intention, le choix que tu fais. Typiquement, ça renvoie à tout ce qui se faisait avec Marcel Duchamp. Euh, oui, genre je décide euh, que ça de, c'est une œuvre, quoi, ouais. Voilà, le ready-made, en fait, c'est comment tu proposes les choses, comment tu choisis. Ça crée scandale à l'époque parce que son but, lui, c'est d'être, qu'on parle de lui et Oui, qu'on. puis là, il se foutait un peu du truc aussi, quoi. Qu'est-ce que l'art, en fait? Mm, Et c'était toute une époque où on n'arrêtait pas de se poser ce genre de questions, voilà. Donc c'est intéressant. Là, aujourd'hui, effectivement, il y aura des critiques. Bah, c'est pas toi qui l'as vraiment fait, oui. Mais ça, à la limite, c'est un autre débat. mhm, Bah, on peut en discuter complètement. Moi, c'est un débat que j'aime bien, par ailleurs. Mais enfin, souvent, quand j'essaye je dis pas que c'est ce que tu as fait là hein, du tout, mais j'essaye d'alarmer sur les problématiques dont je parlais avant, on finit par me dire non, mais il y a encore des gens qui vont auront encore besoin de personnes pour Oui, c'est ça, animer, il y a un côté d'élu, je sais pas comment on peut dire, déni. Je pense aussi de se dire non, non, mais c'est pas aussi grave que ce qu'on croit, quoi. Je pense qu'il y a ouais, un côté déni forcément aussi. bah, c'est une mécanique de rassurance en fait. On essaie Mm, de se rassurer. Et c'est vrai, il y aura encore des personnes qui sauront animer, qui manipuleront plusieurs IA génératives pour faire de l'animation, pour concevoir des choses, etc. Oui, mais la quantité de personnes dont l'industrie aura besoin, et moi c'est ça mhm. mon sujet, Oui, c'est ça. à cause des gains de productivité énormes que ça apporte, va drastiquement réduire. Et du coup, la question, in fine, mais ça c'est une question du coup, quand tu demandais qu'est-ce qu'on peut faire de positif là-dedans, la question qu'il faut se poser, et ça c'est l'histoire de l'industrialisation, c'est comment est-ce que collectivement on se répartit la richesse produite par ces gains de productivité. Mhm, Et là c'est une question politique. C'est-à-dire que est-ce que on continue de considérer que parce que des personnes possèdent ces moyens de production, alors les richesses produites par ces gains de productivité continuent de leur appartenir et c'est eux qui après continuent d'acheter la force de travail, etc. Ou est-ce que on légifère tout de suite en disant, bah, en fait, ces gains de productivité se font aussi sur le dos de l'intelligence humaine depuis des siècles, parce que entraîné sur cette intelligence humaine, sa mhm. création, etc. Et bah du coup, cette richesse-là doit être répartie d'une certaine manière. Il y a des taxations sur l'automatisation, il y a des idées de redistribution complète des richesses, il y a plein d'axes. Moi, j'ai mes préférences, mais ça, c'est une question politique. Oui, c'est ça. Voilà, Bah, après, faut la honnêtement, poser, quoi. quand Sinon, j'ai ce on va genre devant de de, vrais gros problèmes. quand j'ai ce genre de discussion, bah, finalement, j'arrive toujours à dire à la fin, bah, juste, c'est une histoire de système, de comment on fait pour, en gros, on a l'impression que tout ce qui est automatisation, etc., aboutit à l'abolition du travail, ce qui, à mon sens, serait une bonne chose, sauf que derrière, si tu répartis pas, ben, t'as juste plus de travail et tu peux pas vivre pour autant, quoi. Alors que forcément, moi, je suis dans un idéal aussi de tout est réparti, on peut faire ce qu'on veut, avoir quand même de quoi vivre et tout. En gros, il y a un droit à vivre, quoi, qui est pas présent là pour l'instant. Donc, je pense qu'on arrive un peu dans les mêmes conclusions quand on pousse le truc de notre côté. J'imagine que d'autres gens diraient non, mais la propriété, etc. Bon, après, voilà, c'est d'autres. Voilà, c'est pas ce que je me dis moi, mais là, c'est vrai que forcément, l'utilisation là a forcément un côté économique et politique parce que les studios vont devoir décider ou non d'utiliser ce genre de choses. Et comme tu dis, vont peut-être être poussés à le faire. J'imagine que tu as toujours un peu le choix de dire non, mais les studios, c'est vrai aussi que j'ai pas les chiffres, etc. Mais les studios en France, il n'y en a pas beaucoup d'énormes non plus. Et tout est relativement précaire aussi. Parce que les gens dedans sont précaires avec l'intermittence et tout, qui est quand même une très bonne chose. Mais c'est les studios en eux-mêmes, j'ai l'impression que c'est à une production de péter à chaque fois, quoi. Donc c'est vraiment si on a, en gros, un contrat n'est pas renouvelé, le studio peut être complètement en détresse et tout. Et donc c'est très peu stable en fait, en général. En tout cas en France, les studios. Donc il y a cette partie-là aussi où je sais pas si c'est très, je sais pas si les gens qui regardent savent que c'est vraiment, ils ont un contrat pour quelques années pour une production et derrière ils savent pas encore si ça va tenir et tout. Et donc c'est complexe de ce côté-là. Est-ce que le budget de la production d'après permet de financer la fin de la production d'avant? Il y a Ouais. souvent un système comme ça où en fait ton budget il est ric-rac, ça t'a coûté plus cher que prévu, mais comme tu as une production derrière qui arrive, et ben en fait tu as une capacité à absorber, et du coup tu as un roulement un peu en décalé, en chevauché comme ça qui Mhm. existe, jusqu'à ben, soit avoir un coup du sort qui fait que ben
soudainement, c'est ce qui s'est passé avec beaucoup de studios ces dernières années, soudainement, un des contrats que tu avais anticipé est annulé, et ben dans ces cas-là, soit tu as de la trésorerie et tu peux encaisser un peu le truc et attendre de voir venir en attendant, Mm. soit t'en as pas et du coup tu licencies énormément, voire tu coules. Il y a des studios qui ont fermé il y a pas longtemps, enfin cette année et puis l'année d'avant en France à cause de ça. Et du coup, ben il va y avoir effectivement comment dire, voilà, un tri des studios qui va se faire. En plus, déjà, il y a déjà un tri qui se fait économique là actuel. Et il va y en avoir un encore plus drastique qui va se faire, qui va être technique, euh, où les studios qui auront eu l'argent pour pour faire de la R&D autour des IA, les premiers arrivés vont pouvoir s'aligner sur les prix du marché et du coup tirer les prix de fabrication à la baisse et donc pouvoir continuer à survivre. Mais du coup, c'est des studios qui sont potentiellement un peu plus gros, qui ont un peu d'argent à investir en IA, en R&D, parce qu'aujourd'hui, ça coûte cher encore de faire de la R&D là-dessus. Les studios qui sont en taille intermédiaire, eh ben, risquent de beaucoup de vraiment subir le truc et peut-être pour beaucoup de fermer. Mm. Et ce que je vois, moi, c'est et après, il y aura les studios peut-être plus petits indés qui ont une marque de fabrique très forte, qui eux pourront tirer leur épingle du jeu parce que seront très identifiés, auront un savoir-faire, il y aura un label un peu fait main, fait maison et tout. Ouais, ce Typiquement, sera je pense les à productions bio, Hardman. quoi. Pardon? Ce sera les productions bio, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça, la éthique. Genre, je pense à Hardman qui fait des animations stop motion, Oui, etc. c'est vrai que le stop motion, j'y ai jamais pensé, mais c'est forcément moins impacté, quoi. Ben voilà, ils ont un cachet au sens un label, ils ont une entité, ils ont une marque de fabrique. En fait, dès lors que le studio devient sa propre marque, eh bien, tu peux arriver à miser là-dessus Mm. pour dire, bon bah en fait, nous ce qu'on propose c'est autre chose, c'est du fait main, et ce que vous allez voir, c'est un truc humain. C'est exactement le phénomène qui s'est passé avec la pub dont on a beaucoup parlé, Intermarché, là, du loup vegan, Ouais. qui veut devenir enfin, vegan ou végétarien, mais bon, qui mange quand même des poissons. C'est le gros, Oui, il y voilà. avait eu un gros débat là-dessus. Mais bon, bah voilà, le débat en soi est intéressant, mais voilà, en fait, le fait main, et ça a fait un carton, parce que Mm. les gens en fait, il y a plein de petits défauts Et surtout qui que font c'est que au ça marche moment où il bien, y a Coca etc. et McDo en même temps qui sortent le truc généré, donc il y a vraiment eu Voilà, le deux comparatif écoles. direct, quoi. Ouais. Et il y a des studios qui vont tirer leur épingle du jeu comme ça. Pas beaucoup, mais encore une fois, il y a par contre la fenêtre au milieu, là. Mm. Moi, je pense qu'ils sont, là, pour beaucoup, vont vraiment subir le truc. Et du coup, les personnes qui travaillent dedans ont déjà commencé à subir les choses. Nous, par exemple, à Normal, on a beaucoup moins de gens avec qui on peut travailler parce que, bah, en fait, problème d'argent. Enfin, problème d'argent, juste de financement, de commande, quoi. Mhm. Voilà. Du coup, bon, ben, ça va juste s'amplifier avec la problématique des modèles génératifs, quoi. Ok, ouais. Et il y a, bon après c'est pas forcément notre sujet, mais il y a un truc qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est le coût de tout ça, parce que forcément il y a le coût écologique et tout, et j'ai l'impression que c'est tellement déséquilibré par rapport à une production classique, mais je pense pas que ça rentre en compte dans un studio, parce que ces coûts-là ne sont pas sur lui, quoi, c'est sur des histoires de serveurs, de choses comme ça, qui sont ailleurs. Donc je sais pas si un studio se pose cette question-là, autre que le côté est-ce qu'on le fait ou pas par éthique, etc. Mais vu que ça veut dire aussi que enfin, je pense, hein, est-ce que tu utilises forcément les serveurs qui sont ailleurs? Je pense pas que tu utilises ta propre ferme et tout ça pour générer des choses dans ton studio. Parce que Hmm. t'as pas personne a une ferme énorme, je pense, dans son petit studio ou son moyen studio pour faire ça, quoi. Ouais, alors si tu dois en plus avoir tes fermes de GPU et Ça me tout, ça semble coûte pas possible. vraiment. Ouais. Alors, la question que tu poses, c'est le coût énergétique et environnement, enfin, Oui, c'est ça, mais écologique. je sais pas si il rentre en compte dans la question de est-ce que je l'utilise ou pas, même en tant que particulier et tout. Mais je sais pas si je sais pas si les studios se posent la question là, en fait. Bon, forcément, on n'a pas les insides de tout le monde, mais je sais pas si Bah, ça rentre en compte de leur tous les côté. studios, je sais pas. Je sais que moi, c'est un sujet que j'aborde avec plein de personnes qui ont des studios différents. Donc, la question enfin, d'émissions carbone, d'utilisation Mm. énergétique, elle est vraiment au centre des préoccupations aussi. D'autant plus que le CNC, qui finance et subventionne des choses, a conditionné ces aides à au moins un suivi de comptabilité carbone des productions Ouais. et dans une perspective après d'avoir des données pour ensuite, peut-être qu'ils ont déjà commencé à faire ça, mais pour ensuite viser à ce qu'il y ait des seuils en disant bah, il faut pas que ça dépasse tant ou alors il faut que vous vous engagiez à
à réduire votre utilisation d'énergie, etc. Mhm. Donc ça existe et c'est une contrainte qui va exister. Et c'est pour ça que, de manière tout à fait comptable, ça va coûter peut-être déjà économiquement très cher, plus énergétiquement et carbonement très cher d'avoir carboniquement Ouais, peut-être, ouais. d'avoir de créer toi-même ta ferme de rendu, d'entraîner toi-même tes modèles, etc. Ça coûtera beaucoup moins cher d'acheter un modèle déjà fait et l'affiner Mhm. parce que le coût, même s'il t'incombe, le coût de réentraînement, il sera infiniment moins grand qu'un entraînement depuis zéro. Et souvent, les serveurs donc, on utilise, ben, et même aujourd'hui pour les render farms, donc render farm, euh, c'est aussi des fermes de GPU la plupart du temps. Donc GPU, c'est les cartes graphiques, hein, Mhm. pour faire très simple. Ouais. C'est aussi des fermes de GPU, mais qui servent à rendre des images à partir de logiciels genre Blender, Maya, Houdini, enfin bref, de moteurs de rendu, quoi. Aujourd'hui, ces fermes-là, elles existent. Et beaucoup, bah en fait, c'est du Amazon Mhm. euh, qui, voilà, que tu payes de la seconde de calcul, quoi. Voilà. Et dans ce cas-là, ben, oui, on peut, et je crois que c'est comme ça que ça se passe comptablement. Et ben en fait, cette quantité d'électricité utilisée, et ben il te revient. C'est toi qui l'as acheté, donc on part du principe que c'est à toi. Voilà, donc on peut compter comme ça les choses. Mais voilà, c'est pour ça que tu vas pas entraîner toi-même parce que ça va te coûter beaucoup trop cher et que tu Mhm. vas juste réentraîner un modèle que tu auras acheté par ailleurs. Je pense Ok, ouais. qu'économiquement et carboniquement, comptablement carbonique, ça restera la chose la plus intéressante à faire. Ok, ouais. Mais en tout cas, c'est. Donc là, ça veut dire que toi, t'en discutes de tout ça avec des gens de différents studios et tout. Donc, est-ce que t'as un peu des. Enfin, est-ce qu'il y a un peu la température de ce qui se passe, quoi, de quel type de retour t'as? Est-ce que des gens sont vraiment à fond dedans et se disent on développe ça? Est-ce que d'autres sont vraiment contre complètement, sans forcément dire qui ou quoi, bien sûr, mais. Bah, en fait, j'en parle effectivement un peu avec les collègues d'autres studios. Euh, Il y a vraiment plusieurs écoles. Il y a les réfractaires à 100% qui disent il faut pas les utiliser. Hmm. Euh, Dès que se pose la question de mais comment est-ce que ma société elle continue de vivre, comment est-ce qu'on continue à avoir des contrats, comment est-ce on continue à être voilà enfin, de gagner de l'argent sur la fabrication des choses, etc. Et ben en fait assez vite vient le on va pas avoir le choix Hmm. que de se poser la question. Et après, se pose la question du coup, bah, ce que je disais en R&D, est-ce qu'on a assez d'argent pour investir en R&D? Est-ce qu'il faut pas se reconvertir et changer de travail? Est-ce qu'on a envie de construire des pipelines automatisés? Par exemple, moi, c'est mon cas. Je suis pas sûr d'avoir envie de fabriquer des pipelines qui soient 90% automatisés avec des modèles génératifs. J'ai peur de ce que ça peut induire au niveau j'ai peur quand je dis ça, pas j'ai peur pour moi, mais j'ai peur de ce que ça peut induire au niveau des pratiques des artistes. Si les artistes, leur travail se réduit à juste vérifier des sorties générées pour C'est pas faire des du tout pareil que. Ouais, corrections, ça n'a rien à voir avec ce que franchement, nous avons, quoi. c'est hyper aliénant. Enfin, c'est Hmm. vraiment pas intéressant comme travail, quoi. Déjà que des fois, faire de la rotoscopie, alors bon, c'est pas trop mon domaine, mais faire de la rotoscopie pour les juniors qui rentraient en VFX pendant des semaines pour faire ses armes sur les outils de compositing, c'était pas hyper Hmm. sympa. Mais bon, bah, c'était une manière d'entraîner un studio, etc. Voilà, là, si en plus, derrière, t'as pas trop de perspective et tout, c'est pas, c'est vrai, moi, ça m'intéresse pas énormément, j'avoue, et j'ai pas forcément envie de faire ça. Je serais curieux de voir comment est-ce que ça pourrait fonctionner. Ça, c'est juste l'intérêt technique de comment est-ce qu'on pourrait arriver à faire ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a une Mais curiosité aussi technologique et tout. voilà, J'ai un petit bah, peu ça aussi de me c'est dire, excitant mais comme, c'est un qu'est-ce qui nouvel se passe outil. en vrai? On s'attendait pas du tout à ce que ça arrive, ce Ouais. genre de choses, quoi. Et donc, il y a un côté un peu, ouais, curiosité de se dire, mais déjà, je sais pas trop comment ça fonctionne. En vrai, j'ai pas fouillé les trucs techniques et tout. Mais de se dire jusqu'où ça va aller, c'est quand même. En vrai, outre toute question éthique de j'utilise pas et tout, ça reste fou, quoi. Et ça. J'ai forcément un côté un peu fasciné par ce truc-là. Ouais, Mm. ouais, c'est hyper excitant à utiliser, en vrai.
Il y a plein de trucs hyper intéressants et tout. En fait, l'outil en tant que tel, il est intéressant. C'est les conséquences collectives que ça a qui sont inquiétantes. Oui, puis Et qui le après, gère ben, aussi et ce que disent les gens qui gèrent ces trucs-là aussi qui fait peur, quoi. Mais bon, ouais, les dirigeants des OpenAI, des Google et tout, tu dis, ah. je suis d'accord que c'est pas des personnes Ouais. à qui je confierais ne serait-ce que mon chat. Mm. Euh, mais bon. Voilà. Et du coup, il y a plein de, il y a plein de, il y a plein de différents aspects. Et il y a beaucoup de gens qui sont aussi surtout inquiets de la problématique collective qu'on abordait, quoi, qui est, mais qu'est-ce qu'on, ça va pas faire une industrie, tout ça, là? Enfin, Mm. autant que, enfin, ça va faire une industrie, mais Avec moins de gens. avec beaucoup, beaucoup moins de gens. Et qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Et en fait, dès que tu prends le problème sur tous les aspects de la société, quoi, et notamment de la société de service qu'on a en France, qui est beaucoup une société du tertiaire, donc avec beaucoup de gens qui sont dans des bureaux, devant des ordinateurs, etc. Ces modèles génératifs ayant un tel impact qu'à un moment, il va falloir se poser la question assez sérieusement de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mhm. Et beaucoup se posent aussi ces questions-là dans les studios, même si du coup on est moins sur comment est-ce que je continue de faire vivre mon entreprise ou que je fais un pipeline. Est-ce que éthiquement mon pipeline il est OK avec le fait d'intégrer des modèles génératifs dedans? Bon ben il y a plusieurs approches quoi. Les plus radicaux diront qu'il faut surtout pas les utiliser. Mm. Euh, c'est une position éthique que j'entends complètement. Mais des fois, les contraintes économiques font que si tu veux garder ton travail dans ce studio-là, tu vas pas avoir le choix, quoi. Ou alors, il faut vraiment se reconvertir dans autre chose. Et là, se pose la question de où est-ce qu'il y aura du travail. Et ça, Mm. je m'aventurerai pas sur ce sujet parce de manière globale. Oui, de toute façon, Voilà. là, c'est pas que l'animation qui est impactée par ces outils-là, hein, forcément. Ouais. Plein de gens, je sais pas, les avocats, les comptables, il y a plein de trucs où c'est basé sur de la donnée et qu'est-ce que tu en fais. Bah voilà, forcément, Ouais. ça rentre aussi en compte là-dedans. Mais après, je sais aussi que j'ai déjà entendu un peu des personnes qui disaient, en gros, pour l'instant, il n'y a pas de vrai exemple de ça, c'est tout fait avec ça. Enfin, il n'y a pas un côté vraiment preuve de ça marche vraiment dans l'industrie. Donc il y a le côté aussi un peu de on attend de voir, quoi. Et si dans les 2 ans, ça se trouve, on va se rendre compte que ça marche pas tant que ça. Enfin, peut-être des trucs un peu comme ça. Je pense qu'il y en a qui prennent un peu la température de. On attend que d'autres se cassent les dents un peu dessus pour savoir si c'est Mm. viable, comment c'est pris, comment ça marche, et de voir ensuite s'ils y vont, quoi. Parce que c'est pas exclu, enfin, je vois mal ça, mais c'est pas exclu que finalement c'est pas aussi bien que ce que des gens pensent et qu'en vrai ça marche pas tant que ça pour produire. Mais là j'ai l'impression que ça va dans l'autre sens. En fait, souvent, j'ai l'impression. Enfin, ça, j'entends. Mais souvent, j'ai l'impression qu'on prend le problème pas exactement enfin, la, l'industrialisation, enfin la mécanisation, parce que c'est une forme de mécanisation même si c'est informatique, la mécanisation, euh, des fois on oppose au fait que dire, mais attends, ça va remplacer petit à petit, et même très vite, plein de tâches et donc d'emplois, et voilà. Et on va dire, oui, mais on va dire, oui, mais attends, regarde, aujourd'hui, si je veux faire un prompt et avoir mon film d'animation, ça marche pas. Je caricature, mais des fois c'est un peu le cas. Il y a des gens qui attendent l'outil magique pour dire, ah bah oui, il faudra s'en inquiéter quand ça saura faire ça. Et en fait, il n'y a pas besoin d'attendre un outil qui soit en capacité de générer un film d'animation, son inclus, tout ce que tu veux, avec comme font Sora ou Nano Banana aujourd'hui, avec juste un prompt, ils te font une vidéo de 6 secondes qui se Mm. tient bien, avec du son, etc., qui est hyper réaliste, tout ce que tu veux. Il n'y a pas besoin d'avoir un outil qui peut faire ça pour un long métrage, qui certainement n'existera jamais, parce que ça, Ça n'a ça même pas pour trop le de sens coup, finalement, quoi, ouais. bah, je dis C'est quoi, tu donnes un certainement. scénario et enfin, je vois pas Ouais, comment. dis certainement, je veux pas avancer là-dessus, mais je pense que personne n'aura. Enfin, franchement, des films générés entièrement et uniquement avec un prompt de base, et voilà, Mm. je suis pas sûr que ce soit intéressant. Après, quand tu vois la quantité de vues que font les vidéos IA sur YouTube, qui sont des vidéos nullissimes enfin, en termes de qualité, avec Ouais. juste une voix off, machin et tout, et qui durent un temps interminable, qui sont alors remontés parce que c'est juste des trucs qui s'enchaînent et tout, mais quand même. En vrai, peut-être qu'il y aura des gens qui vont les regarder, ces films-là, je sais pas. Mais bon, Ouais. ouais, peut-être que ça existe, quoi. Après, c'est peut-être des bots qui regardent les... Non, j'en sais rien. Je suis pas Oui, sûr. c'est la Pas des... théorie y a personne sur Internet, il y a que des robots qui parlent à des robots, je te dis, il y a un truc comme ça. Ouais, ouais, il y a des... J'ai entendu parler de ça, mais Mm. bah, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas besoin, pour revenir à mon point d'origine, c'est que je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un outil qui permet de faire ça pour s'inquiéter d'ores et déjà
de l'impact que ça va avoir sur la réalité de la fabrication et de la production. Parce que déjà aujourd'hui, il y a plein d'endroits où ça vient se greffer. Mm. Typiquement aujourd'hui, alors c'est plutôt en VFX, mais la rotoscopie, euh, avant il fallait plein de petites mains pour rotoscoper. Donc rotoscoper, c'est détourer des personnages à partir d'un fond. Alors soit pour du VFX, soit le fond était un fond naturel, et dans ce cas-là, bah, c'est à la main, il faut faire le calque de masquage Mm. pour détourer la personne. Soit bah, c'est sur fond vert, fond bleu, etc. Et dans ces cas-là, ben, il faut c'est du King classique, etc. Mais il y a quand même de la retouche à faire. Il y avait beaucoup de rotoscopie à faire. Maintenant, avec les modèles d'IA, isoler un personnage qui bouge, un Ça se élément fait qui comme ça, bouge, quoi. Ouais. c'est rien du tout. C'est juste un nœud dans ton nœud de compositing, tu mets masquage, et hop. Et donc en fait, t'as plus besoin d'avoir fait ta séquence d'image avec le masquage. Et donc là, il y a il y a une personne, un peu expérimentée en compositing, peut faire le travail de 10 15 personnes, juste avec un nœud d'IA qui fait ça. Mais Et en ça, fait, c'est toujours le truc des logiciels et des outils. En gros, à quel moment, enfin, pour moi, ça c'est pratique, tu vois. Mais en même temps, ça enlève des gens. Et un truc qui colorierait automatiquement à partir d'une base de couleurs, bah c'est trop bien. En même temps, ça enlève des gens. Donc, à quel point, je sais pas si je suis pas forcément contre à ce qu'on augmente la vitesse des choses, quoi, et la productivité des choses. C'est tout un paradoxe bizarre en fait. Je me dis, il y a une limite où je me dis, ah, non, là c'est plus bien, parce que ça enlève un truc trop important à mon sens. Alors que dans d'autres cas, je me dis, bah ouais, ça automatise et la même personne, elle fait ça 10 fois plus vite et puis tout va bien, quoi. Mais c'est un peu bizarre, je trouve, d'avoir une limite là-dedans. complètement, bah, en fait, c'est aussi un truc par rapport à quand c'est une tâche répétitive, pénible et pas très stimulante intellectuellement, on va vite avoir tendance à se dire, bon, bah, celle-ci, s'il y a des gages, c'est pas grave. Hmm. Mais enfin, et d'un point de vue industriel, c'est souvent les tâches qui emploient le plus de personnes, parce que il y en a beaucoup à faire. Ouais. Euh, Est-ce que supprimer des emplois pas très intéressants, précaires, rébarbatifs et tout, hein, franchement aliénants, est-ce que éthiquement, humainement, c'est intéressant? Moi, je dirais plutôt oui. Maintenant, politiquement, ça fait beaucoup d'argent qui est pas investi dans Hmm. qui est pas versé en salaire. Et du coup, se pose la question, on revient à notre sujet, de qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là, Ouais. qui est gagné, du coup, qui va juste dans les poches, ou alors un peu redirigé, mais qui, globalement, il y a des gains de productivité qui sont forts, ben, des personnes qui possèdent les outils de production et qui Hmm. achètent, qui payent les travailleurs et les travailleuses pour faire ces tâches-là dont ils avaient besoin. Donc, on revient du coup à la question collective macro un peu de ben il faut collectivement il y a un sujet politique autour de cette automatisation-là. Bah ouais, c'est ça. Après, en termes de perspective de compétences, enfin de compétences, je pense qu'il va à terme il y aura toujours des écoles très identifiées, par exemple les Gobelins, qui continueront de former des personnes qui sont directrices d'animation. Parce qu'il y aura toujours besoin de ces rôles clés, des personnes qui savent imaginer tout un univers, qui savent le dessiner, qui savent enfin, l'ébaucher en tout cas, ou concevoir des personnages à partir d'un scénario, leur donner des attributs et des trucs comme ça. Mais là, parce qu'on revient sur la question des écoles, et c'est un sujet que tu as beaucoup exploré la question des formations sur ta chaîne, voilà. Il va quand même y avoir des formations pour former des gens qui vont faire de l'animation, qui vont faire... mais beaucoup moins et ce sera une sorte de d'expertise. Hmm. Peut-être que les cursus vont s'allonger pour ce type d'expertise-là, où les gobelins vont rester, je vois les gobelins parce que c'est la plus connue, vont rester l'école phare là-dessus. Peut-être Artefic, j'en sais rien, les écoles qui ont vraiment une marque. Mais toutes les autres écoles qui sont intermédiaires, etc., ben vont subir les trucs. Enfin, si les gens se rendent compte qu'il n'y a pas tant de travail que ça, bah, soit vont se reconvertir avec des formations plus courtes sur des choses qui vont te faire apprendre à manipuler les modèles génératifs, et du coup avec un savoir-faire beaucoup moins grand, et du coup là il y a une perte de savoir-faire en moyenne de qu'est-ce que c'est qu'animer un personnage, qu'est-ce qu'une bonne animation, ou qu'est-ce qu'un bon personnage, un personnage bien conçu, un caractère design. Voilà, il va y avoir une perte de savoir-faire enfin, au global, même si il restera des personnes qui seront triées sur le volet et très sélectionnées et formées de manière très poussée dans certains domaines et expertise. Hmm. Et, et moi, je vois une sorte de fragmentation comme ça qui va se créer, enfin voilà,
toutes les techniques, toutes les formations intermédiaires ou les compétences intermédiaires vont être moins employables et du coup moins valorisées à la fois en formation et à la fois en production. Ouais, ce serait un petit peu enfin, le côté génératif, je sais gérer des trucs, versus l'expert absolu qui est vraiment ouais, dans l'expertise totale de l'art et de la finition et tout, quoi. Mm. Ouais, et puis qui va créer le matériau d'entrée pour les modèles génératifs. En fait, c'est ces personnes-là qui vont faire les entrées, voilà, les références d'animation, peut-être aider avec des IA, aussi pour faire les interpolations, etc. Mais qui, à la fin, auront vraiment choisi Mm. quelles animations on donne au modèle, qui va générer le gros des secondes d'animation, quoi. Ouais. Bah voilà, c'est très réjouissant, tout ça. Non, mais ça Non, fait mais pas que très. c'est important en même temps d'en parler, parce que tu as raison, que c'est un truc où en tout cas, il faut savoir un peu ce qui existe. Après, là, forcément, on n'a pas été dans le détail technique de quel logiciel fait quoi et tout. Moi, j'ai pas forcément les infos pour ça. Mais juste de dire que ça existe, et je trouve ça quand même bien de se renseigner juste un peu. Parce que même si c'est un truc de qu'est-ce qui va me détruire, entre guillemets, et ben, de savoir un peu ce que c'est, quoi. De pas juste se dire, je veux rien savoir du tout là-dessus. Ça me semble un peu peut-être aller un peu dans un tunnel sans savoir ce qui se passe dehors, quoi, de faire ça. Ouais, pareil, Au je moins un suis peu, plutôt quoi. partisan du fait qu'il vaut mieux savoir les choses. Mm. Voilà, je pars aussi de ce principe-là. Il vaut mieux les savoir et après voir ce qu'on en fait, quoi. Parce que se retrouver sans travail alors que tu as payé, je sais pas, 30 000 euros une formation, ou 10 000, c'est 10 000 par an, je crois, des fois. Donc oui, ça Ouais, peut des être fois, c'est ça, ouais. cher. Mm. Ouais, 30 000 euros une formation et que j'ai l'impression, mettons, tu t'es endetté, j'en sais rien. Euh, Franchement, c'est trop important pour pas savoir quoi, enfin pour Mm. pas informer les gens de la vague qui vient, parce que encore une fois, on est en pleine crise, mais je crains fortement que le pire est vraiment à venir quoi. En termes de quantité, Mm. déjà les chiffres de 2025 étaient pas très bons. Donc avec voilà une forte régression de l'emploi des primo-entrants, de la masse salariale, euh, du nombre de postes, etc. J'ai peur que 2026 soit encore pire et que ça dégringole à toute vitesse jusqu'à arriver à un plateau de stabilisation où en Mm. fait tout sera contracté et en quelques années la quantité de marché de l'emploi entre guillemets ce sera contracté très fortement et là on aura une meilleure idée de Ouais, ce sera le vrai nouveau truc, quoi. Le vrai nouveau voilà ce monde, on sera va un nouveau dire. standard mais avec beaucoup moins de gens qui travaillent dedans. Ok, ouais. En fait. Mm. Bon, bah, je reste curieux de savoir ce qui va se passer, avec un peu d'appréhension et tout, forcément, mais bon, on verra. Ouais, moi, je suis aussi intéressé de voir comment ça va s'intégrer dans les pipelines, qu'est-ce qui va se faire. Ça, c'est mon côté intérêt technique. Comme je disais, je suis pas sûr de vouloir y contribuer très activement, mais je reste alerte là-dessus. Et puis, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'est-ce qu'on va en faire à l'échelle, enfin, au niveau politique et collectif, quoi. Comment est-ce qu'on va s'emparer de cette question? On est déjà assez en retard par rapport aux problématiques, à ces problématiques-là. J'ai bon espoir que ça alerte les gens et qu'ils se disent, ah ouais, en fait, il y a un vrai sujet. Parce que ce à quoi on observe, c'est une forme de. C'est ce qui s'est passé pendant les révolutions industrielles précédentes, où en fait, des pans entiers de l'économie se retrouver précarisé, etc. Et pendant très longtemps, le secteur tertiaire s'est dit un peu, s'est laissé un peu tranquille en disant, ben, nous, on est les intellectuels, Mhm. on a un savoir-faire qui est vraiment cérébral, qui est très peu mécanisable et automatisable. Et du coup, on est un peu tranquille là-dessus, quoi. Même en plus, avec l'essor de l'informatique, il y a plein de nouveaux métiers qui ont été créés avec le web, etc., où en fait ça devenait possible de juste voilà, migrer, se reconvertir vers des secteurs tertiaires quand on était dans les deux premiers secteurs. Et maintenant, bah, en fait, ce bastion qui est pendant longtemps, on s'est dit ça n'est pas automatisable, et là devient pris d'assaut à toute vitesse par les modèles génératifs. Mhm.
Et c'est le reste qui Euh, est pas automatisable parce que pour aller automatiser, je sais pas, aller installer l'électricité dans une maison, ça va être un peu chaud de l'automatiser quoi. Donc il y ouais, a ce c'est côté-là ça. aussi, le retour au, même pour les jeunes de se dire, bah, je vais faire un truc où on a besoin de moi physiquement qui fait quelque chose quoi. Ouais, ouais, il y a encore effectivement plein d'activités, mais il n'y a pas, enfin, il y a, mettons, on fait x10 en termes de gain de productivité partout. Il n'y a pas besoin de 10 fois plus d'électriciens, quoi. Oui voilà, c'est ça. Mais en tout cas, à l'échelle individuelle, je comprends des gens qui se disent, bon, je vais partir sur un truc où j'ai l'impression que c'est un peu plus concret entre guillemets, juste parce que c'est des choses où un humain est obligatoire pour le faire, quoi. Parce que même des trucs intellectuels autres, je sais pas, rien que de fait de, j'en sais rien, de gérer des emails, des trucs de support, des trucs de communication, que ce soit graphique ou pas, il y a plein de trucs où tu peux très vite intégrer un outil qui, j'imagine, fait que tu as deux, trois personnes qui sont plus nécessaires dans ta petite équipe. Donc il y a plein de trucs comme ça où ça va impacter tout le monde et ouais, effectivement, il va falloir voir ce qui se passe niveau global, quoi. Est-ce que ça va devenir juste précarité pour tout le monde ou est-ce qu'on va trouver quelque chose? On verra bien, mais je sais pas trop si j'ai confiance sur ce qui va se passer, quoi. Ouais, des fois, l'histoire est pleine de surprises, hein. Hmm, ouais. Mais oui, enfin, l'enjeu, là, là, on en parle dans un domaine de ce que ça peut donner, Hmm, et il faut bien se rendre compte que dans tous les secteurs du tertiaire, euh, donc les métiers de bureau, hein, pour faire très simple, euh, ou de service, eh ben, il va falloir se poser cette question. hmm, Euh, Parce que pas le choix, en fait. Ça coûtera beaucoup moins cher. Et même si ça coûte pas si moins cher que ce qu'on avait dit, ça coûtera quand même moins cher. Et surtout, ben, il y a comment dire, il vaut mieux avoir autant, je veux dire, mettons, finalement, il fallait quand même autant de modèles génératifs que de personnes, et que ça coûte pas beaucoup moins cher, mais un peu moins cher. Et ben en fait, ces modèles-là, ils font pas grève, ils ont pas de revendications hmm. humaines, ils ont pas de contraintes, ils tombent pas malades, ils vont pas demander d'augmentation de salaire, etc., etc. Donc, d'un point de vue du capital, tu as beaucoup plus intérêt à avoir des robots, dans tous les cas, que des humains avec lesquels discuter. Donc, le remplacement peut aussi se faire, même si ça coûte pas si moins cher que ça, voire même si ça coûte enfin, aussi cher, quoi. Tu as quand Hmm. même intérêt à avoir bah, des personnes corvéables à merci, enfin des entités corvéables à merci, plutôt que des personnes qui ont des contraintes physiques, naturelles, humaines, quoi, classiques. Ouais. Corvéable à merci, mais quand même dirigé par des personnes qui vont peut-être se dire, ah bah tiens, on va augmenter tel truc, on va limiter telle chose. Enfin, il y a quand même ce côté contrainte là. Mais oui, j'imagine que pour une entreprise, c'est moins contraignant de se dire, j'ai un truc, je paye un abonnement plutôt que. Non, mais c'est sûr, tu crées de la. Comment dire, tu t'optimises tes flux financiers, etc. Par contre, tu crées de la dépendance à d'autres entités. C'est-à-dire que plutôt que d'être tributaire bah, d'humains qui ont des desiderata d'humains normaux, de vouloir vivre mieux, être bien traités, voilà, etc. Faire grève s'ils sont pas contents, ce qui est absolument normal. Et ben en fait, tu crées une dépendance à des énormes mastodontes qui, eux, leur propre agenda et vont pas forcément prendre en compte ce à quoi toi tu aspires en tant que. Mais ça peut être un choix. Tu peux vite voir le coût, le coût, enfin, l'opportunité économique avant. Tu peux sacrifier une forme d'indépendance pour maximiser un rendement économique. Hmm. Il y a plein de personnes enfin, de dirigeants et dirigeantes qui prennent cette direction. Ouais, Ouais. C'est déjà en train d'arriver, donc je vois pas pourquoi ça. Voilà. c'est ça. En tout cas, Bref. je suis curieux de savoir ce qui se passera dans les commentaires. Il y aura sûrement des grosses discussions. J'espère en tout cas voilà, que chacun et chacune donne son avis là-dessus et tout, que ce soit sur le côté animation ou même sur d'autres domaines et où actuellement vous êtes dedans et vous vous dites là je vois déjà des choses arriver. Ça peut être bien de condenser un petit peu tout ça, même pour qu'on apprenne aussi de notre côté, parce que forcément, toi tu as plus de retours et tout ça que moi, mais il y a certainement des gens qui ont un témoignage particulier sur un domaine peut-être qu'on n'avait pas soupçonné que, en fait, si. Donc, je suis curieux de voir ce qui va se passer en dessous. Ouais, des retours d'expérience, ça Mm. pourrait être très intéressant et aussi peut-être des choix de reconversion. Enfin, je sais pas, quelle voie de sortie les personnes trouvent dans ces Ouais, contextes qui est vraiment pas évident. Ce serait vraiment ça. Je pense que ça peut servir à beaucoup de gens de se dire, de se projeter dans d'autres choses
que d'autres personnes ont pu peut-être faire ou répondre à des questionnements que d'autres personnes se partagent. Voilà. Mhm. Se partager ses inquiétudes, c'est aussi une bonne manière de conjurer la fameuse inquiétude. Voir que d'autres Euh, gens aussi sont dans ce cas-là et tout ça, quoi. c'est ça, ouais, de ne pas se sentir tout seul et donc d'en parler et puis bah, aussi de se fédérer pour se poser les questions plus générales de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ça me paraît, ouais, ça me paraît très très judicieux collectivement. Merci d'avoir partagé tout ça, de tout ce que tu as pu choper à droite à gauche là-dessus. Donc, on pourra peut-être se retrouver pour un autre sujet un jour, pourquoi pas. Et puis voilà, je sais pas s'il y a un lien vers quelque chose que tu veux mettre en description ou quoi, un truc que tu voudrais, je sais pas, une ressource ou quelque chose, parce que là, souvent, c'est avec des gens qui créent des choses, donc je mets un lien vers le Instagram ou des choses comme ça. Mais voilà, si jamais c'est possible. Bah, récemment, il y a Stupid Economics qui a sorti une vidéo sur les économies, les questions enfin, de gains de productivité liés aux IA. Mhm. Il y a Monsieur Phi qui fait un super travail d'explication sur comment fonctionnent les modèles génératifs. Ça permet de savoir ce que c'est capable de faire et d'avoir une idée très précise de à quoi, enfin voilà, quels sont les enjeux autour de ça. Moi, j'ai rien de personnel à référencer qui me concerne. Par contre, il y a plein de choses qui se font sur différents réseaux qui sont très pertinentes. Et je pense que c'est important de se renseigner parce que les IA sont une brique civilisationnelle, c'est-à-dire qu'on va pas Mhm. ça va, comme le web, enfin Internet, Ouais. on va pas, ça va devenir incontournable. Et donc, je pense que c'est bien de savoir ce que ça peut faire, comment ça fonctionne et quels impacts ça a sur tout le monde. Ça marche, bah, je mettrai ça en description. Bah, merci beaucoup. Merci à toi.